Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle et des émotions. Je pense que je vais peut-être faire une série de vidéos sur ce sujet. Pour ces vidéos, je vais m'appuyer en partie sur le livre L'intelligence émotionnelle de Ryan Andrews. C'est un livre qu'on m'avait offert il y a un petit moment et pour lequel j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques positives mais aussi négatives. Pour moi, il y a quand même quelques points intéressants sur lesquels je vais m'appuyer, mais je vais aussi compléter avec d'autres informations. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'a quelqu'un à reconnaître ses propres émotions et celles des autres. C'est avoir conscience de ce qu'on ressent et pourquoi, comprendre l'impact de ses émotions sur ses pensées et sur ses actions. C'est savoir maîtriser ses émotions, donc savoir réguler et gérer ses réactions impulsives et trouver des moyens sains d'exprimer ses émotions pour qu'elles ne prennent pas le dessus sur nos actions et nos décisions. C'est aussi la capacité à se fixer des objectifs et à persévérer pour les atteindre, même face aux obstacles. Savoir utiliser ses propres émotions pour communiquer, prendre des décisions et résoudre des problèmes. L'intelligence émotionnelle, elle est importante pour ses relations, elle facilite la communication avec les autres, la compréhension et le ressenti des émotions des autres, donc elle permet de résoudre des conflits et de construire des relations solides. Elle est importante aussi dans sa vie professionnelle, elle permet de mieux gérer son stress, résoudre les conflits de manière constructive, d'améliorer ses performances au travail et d'améliorer ses relations avec ses collègues. Et elle est importante aussi pour son bien-être personnel. Elle contribue à une meilleure estime de soi, elle permet de mieux gérer le stress dans sa vie personnelle également, de mieux gérer certaines émotions qu'on va percevoir comme étant négatives et de mieux gérer certaines situations difficiles. L'intelligence émotionnelle permet aussi de prendre des décisions équilibrées et de surmonter les obstacles et les échecs. Pour donner une définition assez simple, les émotions ce sont des réactions complexes et variées qui peuvent être déclenchées par des événements, des situations extérieures ou par nos propres pensées. Ce sont des messages que notre corps va envoyer à notre cerveau pour dire ce qu'on ressent. Elles peuvent être perçues comme positives ou négatives. Et bien sûr, elles jouent un rôle très important dans notre quotidien. Il y a deux catégories d'émotions, les émotions primaires et les émotions secondaires. Les émotions primaires sont la joie, la colère, la tristesse, la peur, l'anxiété, la surprise, le dégoût, le mépris. Elles sont souvent courtes et intenses et elles sont indispensables à la survie. Les émotions secondaires, elles sont plus complexes et variées. On dit que ce sont des mélanges d'émotions primaires ou des réactions à des émotions primaires. Elles sont influencées par notre culture, nos expériences personnelles et nos croyances. Ce sont par exemple la jalousie, l'envie, l'amour, la culpabilité, la honte. Elles vont souvent durer plus longtemps que les émotions primaires. C'est un sentiment de bonheur et de satisfaction. Elle va apporter du bien-être et de la positivité. Elle nous donne de l'énergie et réduit le stress. Elle favorise aussi les relations sociales, elle nous motive à réaliser nos projets et elle va stimuler notre créativité. Elle va nous aider à être optimiste, surmonter les difficultés de la vie et rebondir face à un échec. Pour cultiver la joie, c'est important par exemple d'éprouver de la gratitude, donc prendre le temps d'être reconnaissant chaque jour pour des choses que l'on vit ou que l'on voit dans notre quotidien, même si on a l'impression que ce sont des petites choses qui ne méritent pas forcément beaucoup d'intérêt. Ça peut nous aider à modifier notre perspective et à nous apporter donc plus de joie et de bonheur. Pour cultiver la joie, c'est aussi important de rire. Le rire, ça va diminuer le stress et stimuler la joie. Pour cultiver la joie, on peut aussi passer du temps dans la nature. Ça peut avoir un effet vraiment apaisant, ressourçant et redynamisant. C'est important aussi d'entretenir des relations sociales positives avec les personnes qu'on aime et partager des moments de joie avec les autres. Pour cultiver la joie, on peut aussi faire du sport, faire de l'activité physique. Ça va libérer des endorphines qui sont les hormones du bonheur et ça va améliorer l'estime de soi. On peut aussi, pour cultiver la joie, méditer pour être plus présent dans l'instant et apprécier les petites choses de la vie. Bien sûr, là ce sont des exemples, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Chaque personne peut évidemment avoir ses propres trucs qui lui apportent de la joie. La peur, c'est une émotion de protection qui nous alerte d'un danger qui peut être réel ou imaginé. Parfois, elle est irrationnelle dans des situations que notre cerveau juge dangereuses mais qui ne le sont pas vraiment. Ça peut être une alliée mais aussi une ennemie si on la laisse prendre le dessus dans certaines situations. La peur, elle nous a permis de survivre par le passé quand on était face à des prédateurs. Elle nous rend vigilants et elle va nous permettre d'éviter certains dangers. Mais le côté négatif, c'est qu'elle peut aussi provoquer de l'anxiété, du stress, des blocages. C'est une émotion qui est utile mais si elle est trop excessive, elle peut nous empêcher de vivre pleinement. La colère, c'est une émotion qui est souvent perçue très négativement, mais c'est important de l'exprimer de manière constructive en sachant la gérer et en essayant de ne pas perdre ses moyens, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et que clairement je pense qu'on a tous déjà crié, perdu nos moyens et que ça arrivera encore. Elle peut être déclenchée par une frustration ou un mal-être. Elle nous avertit quand nos besoins ne sont pas respectés
Pour réussir à gérer ou maîtriser mieux sa colère, il faut déjà identifier ce qui déclenche cette colère. On peut encore une fois faire des techniques de respiration, faire de la visualisation, donc imaginer un endroit calme, paisible, où on se sent bien pour se calmer. On peut aussi essayer de reformuler ses pensées. Encore une fois, on peut faire de l'activité physique pour canaliser l'énergie de sa colère et pour diminuer le stress. On peut aussi parler à des proches, donc ça peut être après l'événement qui nous a mis en colère, pour pouvoir se décharger. On peut aussi s'éloigner de la situation, ça dépend encore une fois de chaque cas, mais si on sent que vraiment on va pas réussir à maîtriser sa colère, voilà, on peut s'éloigner si c'est possible. Prendre une pause pour réfléchir et se calmer avant de réagir. Pour canaliser sa colère, on peut aussi faire des activités créatives, donc écouter de la musique, écouter des podcasts, écrire, faire du dessin par exemple, méditer, donc voilà. Après ça c'est vraiment propre à chacun. Moi je sais que quand je n'arrive pas à gérer ma colère, ce qui m'aide ça peut être d'écouter de la musique, mais après. Sur le moment je trouve que la colère est difficile à gérer. Le plus souvent ce que je vais faire c'est m'éloigner et revenir discuter quand je suis plus calme. La tristesse, c'est une émotion qui, comme la colère, est vue plutôt négativement. Elle va aussi nous indiquer que quelque chose ne va pas. Elle survient souvent suite à la perte de quelque chose ou de quelqu'un, mais elle peut aussi être liée à une déception, un sentiment de solitude ou une fatigue émotionnelle. Elle nous permet de faire une introspection, de prendre du recul et de réfléchir. Pour gérer sa tristesse, si on peut dire ça, ou du moins l'accepter, c'est important déjà de reconnaître l'émotion, donc ça c'est valable de toute façon pour toutes les émotions. Après les émotions positives, on a tendance à facilement les reconnaître, les accepter, mais c'est les émotions vues plus négativement où on peut avoir du mal. Mais c'est important de les accepter, de les reconnaître, de s'autoriser aussi à les ressentir sans se juger. Pour la tristesse ou la colère, on peut avoir envie de faire abstraction, de les contrôler, de pas les laisser s'exprimer. Pour la tristesse par exemple, ça peut être le cas pour beaucoup de garçons, d'hommes ou petits, on va leur dire faut pas pleurer, les garçons ça pleure pas, faut que tu sois fort. Et du coup adultes ils ne vont pas s'autoriser à exprimer cette tristesse, ils verront ça peut-être comme de la faiblesse et donc pour eux ce sera pas une émotion acceptable. Mais en soi toutes les émotions sont utiles. Ce qui est important je pense c'est de savoir se remettre en question. Par exemple pour la colère, si on a tendance à vraiment crier tout le temps, ça peut être intéressant de savoir mieux gérer sa colère, mais c'est quand même important de la laisser sortir. Quand on est triste, c'est important de prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime, faire des choses qui permettent de se décharger, donc du sport, encore une fois aller dans la nature ça peut aider, faire une activité qu'on aime bien, faire de la respiration, après on en revient toujours un peu au même point, parler à quelqu'un, écrire dans un journal. Moi je sais que ça m'aide quand j'ai été en colère ou triste d'écrire ce que j'ai ressenti, mais encore une fois trouver ce qui marche pour vous. C'est très bien les belles paroles, mais dans la réalité c'est toujours plus compliqué. Je pense que ce qui est important c'est vraiment de se remettre en question, de faire petit pas par petit pas, mais personne n'est parfait et c'est ok de ne pas savoir bien gérer son émotion sur le moment. Ce qui est important c'est ce qu'on va essayer de mettre en place et la progression. Quand je suis triste, moi ce qui marche ça va être de parler à quelqu'un, d'écouter de la musique. Des fois j'aime bien écouter des musiques tristes, je pense que beaucoup de gens font ça aussi quand je suis triste, limite j'amplifie ma tristesse en écoutant des musiques tristes, mais après ça va mieux. Et je vais sortir aussi, je sais que ça m'aide beaucoup, comme pour la colère. Le mépris, c'est un sentiment de supériorité qu'on éprouve envers quelqu'un ou quelque chose. Il peut créer de la distance et alimenter les conflits. Le point positif, c'est qu'il peut nous permettre de nous protéger de la manipulation. Le dégoût et le mépris, ce sont des émotions qui sont liées. Elles peuvent être liées à un élément qui est perçu comme désagréable ou une situation repoussante. Le dégoût, c'est une réaction de rejet face à quelque chose qui nous répugne physiquement, donc par exemple une odeur ou une texture, ou moralement, par exemple un acte, une idée, une valeur sur laquelle on n'est pas d'accord. C'est une émotion qui peut aussi nous protéger d'éventuels dangers. Elle est liée à nos valeurs et elle nous permet de déterminer ce qui est acceptable ou non pour soi-même. C'est important encore une fois d'identifier ce qui cause ces émotions. Est-ce que c'est une déception, est-ce que c'est une différence de valeur ou autre chose. Si on a du mépris pour quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à le comprendre, ça peut être bien dans certains cas d'essayer de se mettre à la place de l'autre personne. Si c'est possible, communiquer et de préférence de manière calme et respectueuse. Éviter d'accuser et de généraliser. Et si la communication est impossible ou contre-productive, prendre de la distance. On peut travailler sur soi encore une fois grâce à la méditation, la relaxation, lire des livres ou écouter des podcasts sur le développement personnel par exemple. La surprise, elle intervient quand quelque chose d'inattendu se produit. Elle nous permet de nous adapter rapidement à une nouvelle situation. C'est l'une des émotions les plus courtes et elle est souvent suivie d'une autre émotion, donc par exemple la joie, la peur, la tristesse. Elle peut varier en intensité et en durée, comme les autres émotions d'ailleurs. Bien sûr, les situations où on ressent de la surprise, ça peut varier. Ça peut être quelqu'un nous fait peur et du coup on va être surpris. Ça peut être parce qu'on apprend une nouvelle, donc on va être surpris, choqué. Donc en fonction de la situation, on va réagir différemment. Mais si par exemple on apprend une mauvaise nouvelle, disons par rapport au travail, on peut avoir tendance à vouloir réagir tout de suite. Donc c'est important de prendre du recul, ne pas forcément réagir à chaud. Se poser des questions par rapport à l'information que je viens d'avoir, quelles sont les options qui s'offrent à moi, quel impact ça peut avoir dans ma vie à l'heure actuelle. Apprendre à s'adapter, essayer de garder une attitude positive
positive, un esprit clair. Après voilà, ça encore une fois ça dépend de la situation. Si par exemple on est surpris parce qu'on apprend le décès d'un proche, voilà, on va pas forcément prendre du recul, garder une attitude positive mais pleurer, crier, enfin voilà, c'est les premières choses qui vont sortir et c'est normal. On adapte à la situation bien sûr. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas trop grave, qui est désagréable et qui nous surprend, on peut faire ça. L'anxiété, elle naît d'un sentiment d'inquiétude face à quelque chose qu'on imagine qui pourrait se produire ou ne pas se produire comme on le voudrait ou qu'on ne sait pas forcément comment gérer. Elle peut déclencher un sentiment de panique. Elle est souvent liée à un manque de rationalité et elle peut facilement prendre le contrôle. Elle peut nous signaler que quelque chose ne va pas dans notre vie, nous pousser à agir pour améliorer une situation qui nous inquiète et elle peut aussi nous préparer à faire face à des situations difficiles. Ça, c'est pour le positif. Par contre, elle peut vraiment perturber la vie quotidienne, avoir un impact sur le sommeil, la concentration, l'alimentation et vraiment devenir un poids au quotidien. Pour réussir à gérer son anxiété, même si je sais que c'est pas facile, moi qui ai eu des grosses périodes d'anxiété, je sais que c'est compliqué. Il faut trouver ce qui marche pour chacun. On peut faire des exercices de respiration profonde pour calmer le système nerveux et ralentir le rythme cardiaque. Pour faire des exercices de respiration, on peut s'aider de vidéos sur YouTube. Quand on a de l'anxiété, il faut favoriser la relaxation, donc on peut faire du yoga, de la méditation, de la sophrologie pour se concentrer vraiment dans le moment présent. Diminuer le stress, ça va permettre de favoriser un bien-être général. Pour calmer l'anxiété, on peut aussi favoriser l'activité physique. Comme j'ai dit juste avant, le sport ça va diminuer le stress grâce aux endorphines, les hormones du bien-être. C'est aussi important de maintenir une bonne hygiène de vie, donc une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une bonne hydratation pour maintenir un bon état de santé et réduire l'anxiété. Je sais que c'est pas toujours facile parce que l'anxiété ça peut justement provoquer des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. Moi je sais que j'arrivais pas à dormir, que j'arrivais pas à m'alimenter correctement puisque j'avais tellement mal au ventre que c'était compliqué, mais avec ce qu'on peut essayer de maintenir un bon état de santé général en faisant bien sûr du mieux qu'on peut. Pour la gérer aussi, on peut parler à des proches, à des personnes de confiance, ça peut aider à se sentir mieux. On peut aussi après voir un psychologue, faire une thérapie, mais ça après ça dépend de chaque cas parce que l'anxiété peut conduire aussi à une dépression. Moi j'ai déjà dit, mais ce qui m'était pour l'anxiété c'était vraiment le sport, faire des promenades aussi dans la nature, changer d'air parce que quand je restais toute la journée chez moi avec cette anxiété, j'arrivais pas à prendre du recul alors que quand j'allais me promener ça allait quand même mieux. Et le soir pour m'endormir je me mettais des histoires sur YouTube pour me changer les idées. Voilà. Chacun doit trouver ses propres techniques. La honte, c'est un sentiment d'abaissement et d'humiliation qui est lié à une mauvaise perception de soi. C'est un mélange de peur et de colère qui vont être dirigés vers soi-même. C'est une émotion qui est liée à l'instinct de survie. Elle impose de créer et maintenir une bonne image sociale pour créer des liens de qualité avec les autres. Elle peut apparaître après une critique, un rejet, une mise à l'écart d'un groupe. Elle peut nous pousser à réfléchir à nos actions, à nous améliorer, mais elle peut aussi avoir un énorme impact sur l'estime de soi et conduire à des sentiments de culpabilité et de dévalorisation. Encore une fois, la première chose, c'est identifier ce qui provoque ce sentiment de honte. Est-ce que c'est lié à une situation spécifique, une attente que l'on a ou à des normes sociales par exemple? Parfois, la honte, elle est liée à des croyances externes plutôt qu'à des valeurs personnelles. C'est important de remettre en question les croyances externes. Donc, est-ce que cette attente ou cette norme, elle est juste pour moi? Est-ce que je suis en train de me juger trop durement? Ou est-ce que je suis en train de me faire des films et de penser que telle ou telle personne pense ci ou ça, alors qu'en vrai, je ne peux pas savoir ce qu'elle pense? Reconnaître ces pensées négatives et essayer de les remplacer par des pensées plus positives. Par exemple, si on se dit je suis nulle, je ne vaux rien, tout le monde me juge, on peut remplacer par je fais de mon mieux, les autres ont d'autres préoccupations, je peux pas savoir exactement ce qu'ils pensent, je peux apprendre de cette situation et évoluer. C'est important de se focaliser sur ses réussites et ses qualités et de construire ou maintenir son estime de soi en se fixant des objectifs réalisables, apprendre à s'affirmer et s'entourer de personnes positives. Moi par exemple avant quand j'étais à l'école, surtout au collège, j'avais tout le temps honte, je voulais me faire le plus petite possible parce que j'avais l'impression que dès que je disais quelque chose tout le monde se moquait de moi ou quoi et en fait on peut vite tomber dans un truc un peu de parano où on a l'impression d'être le centre du monde, même si on se fait tout petit, que tout le monde nous critique, nous juge. Donc c'est important de travailler sur ses pensées parce que les pensées ça a vraiment un impact énorme sur après nos décisions et nos actions. Mais c'est pas toujours facile, surtout à l'école où c'est un milieu où la critique peut être facile et si quelqu'un nous critique on peut avoir l'impression qu'après tout le monde va nous critiquer. La culpabilité, elle est souvent associée à la honte. On la ressent quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal ou d'inacceptable. Elle nous incite à nous conformer aux normes morales que l'on s'impose soi-même ou qu'on nous a transmises. La honte, elle est liée à l'image de soi et la culpabilité plutôt à un acte spécifique. C'est un mélange de tristesse et de peur lié à une action passée. Elle incite ceux qui la ressentent à réfléchir à leur erreur, ou du moins ce que la personne pense être une erreur, ou un mauvais choix ou un mauvais comportement, et parfois à corriger un comportement vu comme incorrect qui a créé cette culpabilité. Elle peut nous aider à nous remettre en question, à nous améliorer, à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, mais elle peut aussi impacter l'estime de soi et être source d'anxiété.
Encore une fois, il faut identifier les événements qui vont déclencher cette émotion, l'accepter, se demander si la situation mérite vraiment que l'on culpabilise et faire la différence entre culpabilité justifiée et culpabilité excessive. Si on se sent coupable pour des choses qui ne sont pas de notre responsabilité ou pour des petites choses, c'est souvent de la culpabilité excessive. C'est important de différencier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Remplacer les pensées du type « je suis une mauvaise personne parce que j'ai fait ci ou parce que j'ai pensé ça » par des pensées plus positives. Par exemple, c'était une erreur mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, ou j'ai fait de mon mieux et je vais m'améliorer chaque jour. S'entraîner à se parler de manière bienveillante comme on le ferait avec un ami. C'est important aussi de nuancer ses pensées, se dire que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Accepter ses erreurs, accepter d'être tel qu'on est, d'être soi-même. Ça n'empêche pas de vouloir s'améliorer ou de vouloir changer des choses, mais c'est très important de s'accepter et apprendre aussi à se pardonner. Se demander si la situation pour laquelle on culpabilise aura encore une importance dans une semaine, un mois, un an. Ça peut aider à relativiser. L'envie, elle peut être un désir intense. On veut vraiment quelque chose, un objet, une qualité, une expérience ou même la vie de quelqu'un d'autre. Elle peut être aussi une frustration. On réalise que ce qu'on veut est inaccessible, du moins pour le moment. Et elle peut être aussi un sentiment de comparaison. On se compare aux autres, on se sent inférieur ou privé de quelque chose que quelqu'un d'autre possède. Elle peut être positive et nous pousser à nous dépasser pour atteindre nos objectifs et avoir ce qu'on veut. Elle peut aussi nous indiquer qu'il nous manque quelque chose dans notre vie, mais elle peut aussi être négative et nous rendre insatisfaits de ce qu'on a déjà, même si on a plein de raisons d'être heureux. Elle peut aussi entraîner du ressentiment envers les personnes qu'on va envier et elle peut entraîner des comportements destructeurs, nous pousser à écraser l'autre, détruire sa motivation et le surpasser. Déjà, il faut identifier les réactions ou les personnes qui déclenchent l'envie chez soi. Reconnaître ses pensées négatives. C'est important aussi de cultiver la gratitude, être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Ça veut pas dire qu'on peut pas viser d'autres choses et qu'on peut pas avoir des objectifs, mais on peut vraiment combiner les deux. Par exemple, moi, j'ai très envie de déménager, j'ai vraiment hâte, mais je suis quand même contente de l'appartement que j'ai, de l'endroit où je vis, je suis quand même reconnaissante, mais ça ne m'empêche pas quand même de vouloir partir et de vouloir déménager pour quelque chose que je considère étant mieux. Donc c'est important, voilà, de faire la balance entre les deux, avoir des objectifs, vouloir s'améliorer, vouloir autre chose, mais être reconnaissant de ce qu'on a. C'est important de développer son estime de soi, puisque l'envie ça peut être lié à un manque d'estime de soi. Donc se valoriser, reconnaître ses forces, ses qualités, se fixer des objectifs personnels et se concentrer sur soi, sa réussite, sans se comparer aux autres. C'est important aussi de célébrer ses succès, même les petits succès, et aussi de se rappeler que les réseaux sociaux ça ne montre pas la vraie vie, ça montre qu'une partie de la vérité et qu'on connaît pas vraiment les gens qu'on regarde, et que même s'ils ont tendance à montrer que le positif, en soi tout le monde a des problèmes et des galères qui ne montrent pas forcément. Quand on est trop sur les réseaux sociaux, ça peut avoir tendance à amplifier l'envie, donc faut faire attention aussi à son utilisation des réseaux sociaux. C'est important aussi d'identifier le manque que l'on ressent dans sa vie. Est-ce que par exemple j'envie la réussite de quelqu'un parce que moi-même je me sens pas bien dans mon travail? Ça peut aider à déterminer ce qu'on veut vraiment. C'est aussi important d'accepter ses imperfections, personne n'est parfait et c'est ok. On peut voir aussi l'envie comme une opportunité de croissance. Quand on envie quelqu'un ou quelque chose, se demander ce qu'on peut faire pour atteindre son propre objectif ou pour arriver là où la personne qu'on envie est. L'amour, c'est un mélange de sentiments forts, de l'affection, de l'attachement, du respect, de la connexion, du désir envers quelqu'un. C'est un lien qui nous unit aux autres et qui est différent en fonction de la personne qu'on aime, donc que ce soit notre conjoint, notre famille, nos amis, nos enfants, nos animaux. L'amour apporte un bien-être émotionnel, du bonheur, du soutien, un sentiment de sécurité. Il favorise les relations et renforce les liens. Il nous pousse à devenir une meilleure personne et peut parfois donner plus de sens à notre vie. Il peut aussi parfois faire souffrir, provoquer de la jalousie ou de la dépendance. Pour cultiver l'amour, c'est important de communiquer, parler de ses sentiments, de ses valeurs, de ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est aussi important d'être attentionné, prendre soin des autres, montrer de l'intérêt, savoir pardonner, respecter l'autre et être empathique. Donc savoir se mettre à la place de la personne qu'on aime. C'est aussi important de s'aimer soi-même pour ensuite aimer les autres. Bien sûr, après chacun a son langage de l'amour, il peut être très différent en fonction de chaque personne. C'est vraiment assez complexe et assez varié. C'est vrai que dans une journée, on peut ressentir beaucoup d'émotions. C'est important de les reconnaître, d'en prendre conscience et de leur laisser de la place parce que chaque émotion est importante et elles vont nous signaler ce dont on a besoin. C'est important de les accepter, de savoir aussi les maîtriser, pas forcément de les contrôler, de vouloir les garder et de ne pas les exprimer. C'est important que ça sorte, mais c'est aussi important de travailler sur soi pour pouvoir les exprimer de manière saine. C'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer notre intelligence émotionnelle. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir prioriser certaines émotions, ce qui est normal, les émotions vues comme positives. Donc par exemple la joie, l'amour, et on a tendance à vouloir éviter la colère, la tristesse par exemple. Toutes les émotions et notamment les émotions primaires sont importantes. C'est vraiment des guides, des signaux qui nous permettent d'ajuster des choses dans notre vie. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que j'aborderai d'autres sujets qui tournent autour de l'intelligence émotionnelle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!